Collège méditerranéen pour la recherche scientifique compte surtout sur le sérieux et l'application de ses membres, actuels et futurs, mais aussi sur le soutien de celles et ceux qui partagent avec nous le même intérêt pour la recherche scientifique. Et qu'il me soit permis de terminer en paraphrasant Kant. Au CNRS, nous allons céder à tous les caprices de la curiosité et de permettre à notre passion de la recherche de n'être reprimée par rien d'autre que les limites de notre capacité physique. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Mohamed, pour cette présentation. Avant de donner la parole à M. Olivier Roy, je me permettrai de le présenter brièvement, bien qu'il soit, comme on peut dire, un tarif. Donc, M. Olivier Roy est directeur de recherche au Centre national de recherche scientifique depuis 1985 et directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales depuis 2003. Il a dirigé la mission de l'OSCE au Tadjikistan entre 1993 et 1994 et a été consultant pour le bureau du coordonnateur résident des Nations Unies pour l'Afghanistan en 1988. Il est titulaire d'une agrégation de philosophie et d'un doctorat en sciences politiques. Il est actuellement professeur invité à l'Université de Berkeley. Il a été professeur invité à l'Université de Berkeley entre 2008 et 2009 et professeur à l'Institut universitaire européen à Florence depuis 2009 où il dirige le programme méditerranéen. Donc il est l'auteur de nombreux ouvrages que vous connaissez certainement, notamment l'Afghanistan, Islam et modernité politique, l'échec de l'islam politique en 92, généalogie de l'islamisme, je cite les plus récents, à savoir la laïcité face à l'islam en 2005, le croissant et le chaos en 2007 et la sainte ignorance en 2008. Donc il va sans dire que cette conférence arrive à point nommé dans un contexte où les mouvements islamistes vont accéder au pouvoir après des années d'exclusion de la sphère de participation politique et de la sphère du pouvoir. Le titre de la conférence, que reste-t-il de l'islam politique, renvoie à la thèse qui a été soutenue par Olivier Roy depuis 1992, qui est celle de l'échec de l'islam politique. Cette thèse a souvent été controversée car incomprise. Et en réalité, l'accès au pouvoir de Nahda en Tunisie et des frères musulmans en Égypte a revivifié cette controverse autour de cette thèse, mais sans pour autant la réfuter. Car, et là je parle sous le contrôle de M. Roy, cet échec ne signifie pas l'incapacité des mouvements islamistes à accéder au pouvoir, mais plutôt, je cite, l'incapacité de ces mouvements à fournir un plan de route pour une société islamique parfaite, pas plus qu'un guide de bonne gouvernance. Donc l'échec de l'islam politique renvoie à l'échec de l'islamisme en tant qu'idéologie politique. Donc on sera très heureux de vous écouter sur ces questions-là. Et je tiens à préciser que cette conférence se propose de soulever un débat sur la question de l'islam politique sans pour autant s'arrêter spécifiquement sur le contexte tunisien. Donc ça sera pour nous une base pour comparer différents contextes et pour savoir sur certaines questions. Je vous donne la parole, monsieur. Merci. Je vous remercie. C'est un plaisir de parler dans un endroit aussi beau et devant autant de gens. Je ne vais pas évidemment parler de la situation en Tunisie parce que vous la connaissez mieux que moi, vous la vivez tous les jours. Vous avez certainement des idées très arrêtées ou très avancées sur le sujet, ça c'est notre affaire. Mais je vais plutôt parler, disons, du cadre général conceptuel auquel on peut penser cette question de qu'est-ce qu'on fait de cet objet qu'on appelle l'islamisme aujourd'hui. Parce qu'il est évident que le terme islam politique, c'est un euphémisme pour dire l'islamisme. Le mot a été contesté, c'est pour ça qu'on utilise l'expression plus générale. Il a été contesté à un moment donné par les intéressés eux-mêmes, ceux que nous on appelle les islamistes, qui disaient mais non, il n'y a pas d'islamisme, il n'y a que l'islam, les musulmans, etc. Puis j'ai constaté au cours de mes recherches sur eux qui sont quand même étendus sur 30 ans, c'est une génération entière, ça permet de suivre, et puis surtout de voir arriver de nouvelles générations, de voir les gens mûrir, et d'avoir de temps en temps une réponse à une question qu'on se posait, et qui finit par trouver sa réponse dans les faits, dans l'histoire, dans les événements, plus que dans la pensée des gens. Donc, il ne s'agit évidemment pas de parler de l'islam et politique, ça fait 14 siècles qu'on en parle, il y a eu toutes les formes possibles
possible de relations entre l'islam et politique dans le monde musulman. Et la diversité même de l'histoire du monde musulman montre qu'il n'y a pas quelque chose qui serait intangible, intemporel et qui s'appellerait l'islam politique. Il ne s'agit pas non plus de définir de manière dogmatique ce que est ou devrait être les relations entre l'islam et politique. Il y a des gens qui s'en chargent, et parmi eux d'ailleurs les islamistes. Mais moi, mon objet n'est pas de dire ce qu'est l'islam politique, c'est d'essayer de comprendre comment les acteurs utilisent la référence à l'islam politique. Qu'est-ce qu'ils en font? Qu'est-ce que ça veut dire pour eux? Moi, je suis ni musulman ni politicien, et donc c'est pas moi qui vais définir, si vous voulez, ce que devraient être les relations entre l'islam et politique. Et je me méfie d'ailleurs des tentatives, comme vous le savez, qui sont aujourd'hui très dominantes, mais enfin qui font beaucoup de bruit, de définir ce que serait un bon islam, un islam modéré, un islam libéral, voire un islam laïque, comme certains ont utilisé le terme. Moi, je m'intéresse aux acteurs politiques et à l'usage qu'ils font des idées, des concepts et des références. Je crois que c'est un premier point important. Qu'est-ce qui fait que moi et d'autres, on a utilisé ce terme islamiste? On ne sait pas qui l'a inventé. Je sais à qui je l'ai emprunté. La personne à qui je l'ai emprunté, c'est peut-être à qui lui l'a emprunté, mais à un moment donné, on ne sait plus qui a lancé le mot pour la première fois dans son contexte moderne, parce que le contemporain, parce que le mot existait évidemment dès le 19e siècle. Mais c'est parce que moi et d'autres chercheurs, sur nos différents terrains, on a rencontré le même phénomène. À commencer par des jeunes acteurs politiques qui faisaient une distinction entre une société islamique et une société musulmane, qui disaient c'est pas parce qu'une société est musulmane, culturellement, sociologiquement, qu'elle est islamique politiquement. Donc le fait, cette distinction entre ce qui est musulman et ce qui est islamique, était opérationnel pour un certain nombre d'acteurs, donc pour nous qui sommes des politologues, elle fait sens, parce qu'elle fait sens pour des acteurs. Donc on n'est pas ici dans une définition idéologique abstraite de ce que serait l'islamisme. Je regarde comment les gens utilisent, des acteurs politiques bien sûr, la référence, cette opposition entre l'islam comme système politique et la religion. Même si on voit bien entendu, tout est religieux. Mais quand on a dit tout est religieux, on n'a rien dit, parce que ça ne dit rien sur la manière dont on va précisément faire fonctionner la relation entre religieux et politique. Et d'autre part, je crois que c'est l'argument empirique qui est le plus fort, je crois qu'on ne peut pas contester que depuis la création des frères musulmans égyptiens à la fin des années 20, dans les années 30, il y a, on a vu l'apparition dans le monde musulman de mouvements politiques d'un type nouveau. Voilà. Les frères musulmans, leurs émules. Alors, les premiers sont les frères musulmans égyptiens, c'est aussi le Jamaat islami pakistanais fondé par Maududi. Les Iraniens viendront beaucoup plus tard, seulement dans les années 50 et 60. Et puis, on a tous ces partis politiques, le parti Refa en Turquie dans les années 70, le BAS malaisien, le mouvement de Zetouraki au Soudan, le FIS en Algérie, Justice et Développement au Maroc, toutes les branches régionales des frères musulmans, bref, et puis évidemment les partis des Moudjahidines afghans des années 80, ceux sur lesquels moi j'ai commencé mon travail. On a effectivement un ensemble de mouvements politiques qui ont les mêmes références, les mêmes lectures, donc essentiellement les œuvres de Hassan al-Banna et de Maududi, surtout évidemment pour les Afghans, les Pakistanais. Khomeini est un objet politique nouveau sur la scène politique, même dans le monde chiite, à partir des années 60. Le Khomeini des années 40 et 50 n'est pas un homme politique, n'est pas un révolutionnaire, c'est un ayatollah très conservateur, mais très traditionnel. C'est à partir des années 60, précisément de la répression d'une révolte religieuse en 63, qu'il va se politiser sur les bases qui donneront plus tard la révolution
Mais cette politisation avait commencé avant, d'ailleurs, chez les chiites irakiens, les chiites arabes. La victoire de la révolution islamique en Iran a bien entendu iranisé, si je peux dire, les tendances révolutionnaires chez les chiites du Moyen-Orient, mais les chiites arabes d'Irak et du Liban étaient en pointe dans cette radicalisation, ou je dirais plutôt radicalisation, dans cette politisation du chiisme. Le chiisme, à son origine, est arabe, évidemment par définition, puisque c'est la partie d'Arabie. Mais le fait que le seul pays où le chiisme soit religion d'État, soit l'Iran, c'est un pays arabe, a évidemment considérablement transformé l'identité chiite, ce qui est un problème récurrent, aujourd'hui plus que jamais. Donc, ces mouvements que j'appelle islamistes et que je continue à appeler islamistes parce que je pense que le terme se justifie, mais comme tous les termes qu'on utilise, ce sont des constructions, bien sûr, ce sont des idéal types. C'est pas une essence, les gens ne sont pas islamistes, disons, par définition. Ça dépend de la manière dont eux se positionnent dans le champ des idées, dans le champ politique. Alors, l'idée de départ, c'est que l'islam, bien entendu, est un système englobant qui ne se limite pas du tout à l'application de la charia, mais qui peut mais qui peut permettre de restructurer une société moderne, donc une société complexe, sur la base de ce qui est devenu une idéologie politique, l'islamisme. C'est-à-dire que les islamistes n'ont jamais pensé qu'il suffit d'appliquer la charia pour qu'un État soit islamique, mais qu'il fallait repenser les institutions, repenser l'économie, repenser le concept de justice sociale, et aussi s'intéresser à la société dans sa complexité, dans ses différents champs, au sens presque broguesien du terme. Donc il fallait une action en direction des ouvriers, par exemple, en direction des étudiants. Il s'intéresse aussi à la question de la femme, qui constate qu'effectivement, c'est une catégorie sociologique réelle, et que ce n'est pas du tout une question de la famille. Il s'intéresse au droit d'un point de vue plus large que, encore une fois, la simple application de la charia. Il essaie de définir ce que serait une politique étrangère fondée sur les principes de l'islam. Il se situe dans un monde très fortement polarisé sur le plan géostratégique. Et puis, il ne faut jamais oublier l'histoire. Je crois qu'il faut... on a tendance aujourd'hui à parler d'idéologie comme si c'était des espèces d'essences abstraites, immuables, qui ne bougeaient pas. Je crois que ce défaut que Edward Said attribuait à l'orientalisme, c'est-à-dire d'essentialiser l'islam, d'en faire quelque chose qui est fixe, stable, et qui, c'est en quelque chose implanté dans les cerveaux des musulmans, qui continuent à fabriquer une espèce de logiciel qui expliquerait tous les comportements d'un musulman par rapport à tous les problèmes. Cet essentialisme, on continue à l'appliquer aux islamistes, comme si les islamistes étaient des gens qui avaient un logiciel idéologique dans la tête, logiciel auquel ils ne peuvent pas renoncer, et ce qui ferait qu'il y aurait un décalage permanent entre leur prise de position publique et tactique, et puis leur véritable nature, tout le thème du double discours, de l'agenda caché, etc. Moi, j'y vois une espèce de projection de l'orientalisme à la catégorie politique de l'islamisme. Or, en fait, l'islamisme est un phénomène historique. C'est pas par hasard si c'est né dans les années 20 et 30. Et Maudoudi, d'ailleurs, l'écrit explicitement. Pour lui, quand il dit l'islam est une troisième voie, il pense à quoi, les deux autres voies? Pour lui, c'était le communisme et le fascisme. Et c'était même des années 20. Les années 20, tout le monde pensait qu'il y avait une crise de la démocratie, surtout la fin des années 20, évidemment, avec la crise économique de 29. Même en France, par exemple, des auteurs qu'on ne peut pas soupçonner de visée dictatoriale, comme Emmanuel Mounier, le fondateur de la revue Esprit, considérait lui aussi que la démocratie était un échec et qu'il fallait effectivement revenir à une vision communautaire des relations humaines,
remettre les valeurs au cœur même de la société, etc. Donc les penseurs islamistes n'étaient pas, si vous voulez, c'était pas la continuité d'un courant de radicalisation qui a montré au Wahhabi et tout ce qu'on veut dans l'islam. Ils étaient aussi en phase avec un problème qui était fondamental dans les années 30, comment penser la crise de la démocratie et comment se positionner par rapport aux idéologies politiques qui paraissaient à cette époque être triomphantes. Encore une fois, le fascisme, ensuite sous sa version nazie, bien sûr, et le communisme. Dans les années 50, l'islamisme se définira toujours comme une troisième voie, mais cette fois comme une troisième voie entre le communisme d'un côté et puis l'Occident de l'autre côté, capitaliste, impérialiste, colonialiste, tout ce qu'on veut. Mais les penseurs islamistes se sont toujours situés dans un contexte international de polarisation géostratégique et idéologique au niveau du monde. Ils sont de leur temps. Cette idée de mettre sur pied un mouvement d'avant-garde, qu'on l'appelle parti ou qu'on l'appelle confrérie, est une idée également, qui est une idée profondément du XXe siècle, d'un mouvement d'avant-garde fondé sur une élite, politisée, conscientisée, formée idéologiquement, et unie par pas simplement des liens de choix politiques, mais unie par une certaine fraternité, par le partage d'un mode de vie. Là aussi, c'est pas du tout propre aux frères musulmans. Les partis communistes ont eux aussi insisté sur ces concepts d'élite, de formation, de camaraderie, etc. Bien sûr, je ne dis pas que les frères musulmans, comme vous le dites, ont emprunté aux communistes, par exemple, l'idée du parti révolutionnaire, etc. Ils ont repensé une tradition des confréries, en partie des confréries soufis, dans un cadre politique moderne. Et cette idée, qui n'était pas la leur au début, mais qui va devenir la leur petit à petit, que la société ne peut être transformée que par la prise du pouvoir d'État, que cette prise du pouvoir se fasse par les élections ou par d'autres moyens, est une idée également profondément moderne. Cette idée que la société, enfin que l'État est en quelque sorte l'agent d'une espèce d'ingénierie sociale où on va reconstruire le lien social, est aussi une idée profondément moderne du XXe siècle. Donc on a une synthèse, symbiose ou une hybridité, ça dépend de point de vue qu'on a là-dessus, entre des choses qui relèvent effectivement d'une tradition de prédication, de dawa et de confrérie qui est propre au monde musulman, avec une configuration politique qui est pas seulement occidentale d'ailleurs, en Chine c'est la même chose, mais qui est profondément liée à cette polarisation du XXe siècle. Donc je crois que ça c'est très important. Et ça va culminer avec la révolution islamique d'Iran. Et le problème, c'est que la révolution islamique d'Iran est dans le fond la seule révolution islamiste qui a réussi. Et du coup, c'est devenu le paradigme de toute révolution islamique possible. La question que tout le monde se pose ici ou en Égypte, est-ce qu'on va vers une révolution islamique à l'iranienne? Pour moi, c'est une question absurde. Mais c'est normal qu'on se la pose parce que, dans le fond, c'est le seul cas. Les talibans ne sont pas, je ne les mets pas dans la matrice islamiste. C'est le seul modèle qu'on a effectivement d'une révolution faite par des mouvements de type islamiste, avec des jeunes éduqués qui ont pris le pouvoir à partir du pouvoir d'État, qui ont vraiment transformé la société, imposé l'idéologie islamique, refondé le lien social, obligé de les femmes à se voiler aussi. Bon, donc on est dans on est toujours dans le monde de la révolution islamique d'Iran. Et puis le régime est toujours là, en Iran. C'est pas de l'histoire passée. Pour ceux d'entre vous qui se rappellent de cette époque-là, la révolution islamique d'Iran a créé nombre de chocs. Même dans des milieux sunnites qui ne se reconnaissaient pas spécifiquement dans les ayatollahs chiites iraniens. Cette idée que, mais c'est possible. C'est possible. Les moudjahidines afghans, bien sûr, mais beaucoup de jeunes
turcs que j'ai connus à l'époque, qui étaient donc des activistes qui voulaient aussi faire une révolution islamique, qui maintenant sont des notables dans le parti AK, hein, mais qui à l'époque étaient des révolutionnaires. Et beaucoup de jeunes frères musulmans aussi ont été fascinés par le modèle iranien, avec cette idée, c'est possible. Il faut se rappeler que les années 60-70 étaient des années de fascination pour la révolution. Ce n'étaient pas des années de mouvement démocratique. Même si beaucoup de mouvements contestataires ont contribué à démocratiser leur société, je pense à mai 68 en Europe occidentale, les mouvements de type mai 68 n'étaient pas des mouvements qui prônaient une grande démocratisation. C'était des mouvements qui prônaient la révolution. Et beaucoup de jeunes qui ont participé à ces mouvements sont partis à Cuba, sont partis en Chine, etc., pour essayer de trouver le modèle mondial de la révolution. La révolution islamique d'Iran, ce n'était pas des ayatollahs radicaux écrasant des libéraux laïcs. Je veux dire, tout le monde était révolutionnaire en Iran. La révolution s'est faite avec l'extrême gauche. Ce mouvement bizarre des Moudjahidines du peuple, qui est bon, une espèce d'islamisme et de marxisme, et les roménistes. Mais les libéraux étaient quasiment pas représentés. Ils étaient représentés dans quelques élites qui ont assuré le gouvernement transitoire pendant quelques mois. Mais dans la rue, c'était une bagarre entre révolutionnaires de gauche et révolutionnaires islamistes. Ce n'était pas une bagarre entre démocrates laïcs et révolutionnaires islamistes. J'oserais dire que personne n'était démocrate, et que tout le monde se battait pour la révolution en ayant une conception complètement différente de la révolution. Et cette vision de la révolution islamiste, elle se fait dans la foulée des grands mouvements de libération du tiers-monde, des grands mouvements anti-impérialistes, anticolonialistes, le FLN algérien par exemple, Cuba, des mouvements révolutionnaires en Afrique, etc. Il y avait une dynamique révolutionnaire qui est partie plutôt de la gauche marxiste, qui a glissé vers, alors j'ose pas dire une droite islamique parce que ça serait des changements de valeur, mais qui a pris le drapeau vert, on est passé du drapeau rouge au drapeau vert, dans un cadre géostratégique d'un monde bipolaire de deux camps qui est en conflit. Et si vous prenez la révolution islamique d'Iran, si vous prenez le régime iranien actuel, il est toujours dans cet héritage-là. Les grands amis du président Ahmadinejad, c'est pas le roi d'Arabie, c'est pas même le nouveau président Morsi en Égypte, ses grands amis, c'était Hugo Chavez, c'est Fidel Castro, etc. Il faut voir cette scène extraordinaire de la visite d'Ahmadinejad, enfin de la présence d'Ahmadinejad à l'enterrement d'Hugo Chavez. Et là, vous voyez vraiment que c'était son frère. On n'a jamais vu un dirigeant iranien dans un tel état de fusion affective avec un autre dirigeant musulman. Jamais. Donc c'est le ressort profond pour moi de la révolution islamique d'Iran, c'est l'anti-impérialisme. C'est pas les valeurs de la charia. Si c'était les valeurs de la charia, ils auraient beaucoup plus d'amis du côté du Golfe qu'ils n'en ont aujourd'hui. Ils n'en ont jamais eu d'ailleurs. Donc, la question se pose même pas. Donc, je crois qu'il faut, pour situer l'islamisme, il faut voir ça dans cette perspective-là. Et comprendre une chose, c'est que cette dynamique révolutionnaire, elle est morte. C'est fini. Nous ne sommes plus, depuis les années 90, dans une dynamique révolutionnaire. Les jeunes ne sont plus révolutionnaires. Alors, il y a des vieux qui peuvent être nostalgiques en disant « Mais qu'est-ce que c'est que ces jeunes qui ne font plus de révolution ?» Ils font la contestation et puis ils rentrent chez eux. Ils ne se présentent pas aux élections, ils n'ont pas de chef, ils ne forment pas de parti politique, ils n'ont pas de programme, ils n'ont pas de grands mots, ils ne nous promettent pas de société qui chante, de lendemain qui chante, et de société unie sous la direction du grand leader charismatique. C'est fini. Ils sont individualistes, ils sont horizontaux, c'est-à-dire on s'organise en réseau. Là-dessus, je dirais que la révolution actuelle, ce n'est pas des conséquences de ce qu'on appelle les réseaux sociaux, mais les réseaux sociaux sont bien l'expression d'une nouvelle génération. C'est pas, il n'y en a pas un qui a créé l'autre, mais comme toujours, le message est en symbiose avec l'outil du message. Et on est dans une nouvelle culture politique, qui n'est pas du tout propre aux sociétés arabes.
qui est culture politique mondiale, j'ai ici, la globalisation est, est parfaitement à l'œuvre. Le printemps arabe, c'est bien un changement de paradigme. C'est pour ça que moi je continue à parler de révolution, même dans un sens un peu métaphorique, on parle de nostalgie, c'est une autre histoire. Mais on est dans une rupture de paradigme. La génération qui a fait le printemps arabe n'a aucune fascination pour le leader charismatique. D'ailleurs, aujourd'hui, vous remarquerez que les leaders ne sont plus charismatiques. On a plutôt que des leaders un peu ennuyeux. Je parle pas pour vous, je parle pour tout le monde. On n'est plus dans le leader charismatique. Et en un sens, c'est bien. C'est bien. Parce qu'on n'est plus dans la politique émotionnelle, fusionnelle, et dans le mythe du grand changement. On est dans la gestion quotidienne des affaires quotidiennes. Bon. On n'est plus dans le mythe du peuple uni, etc. On est plutôt dans le lien social, dans l'idée qu'une société, c'est une collection d'individus, qui établissent des liens entre eux, bien sûr. Et de manière intéressante, on n'est plus dans la polarisation internationale et globale. Et ça, je crois que c'est très important. Les révolutions arabes, j'utilise le terme, ne se font plus en connexion avec des grands mouvements géostratégiques. Et c'est très frappant. Donc, quelle est la grande cause de mobilisation politique du monde arabe durant les 40 dernières années, depuis 67 ans? La cause palestinienne, qui reste toujours très forte sur le plan émotionnel. Mais il n'y a plus, elle ne joue plus de rôle de facteur de mobilisation politique. Les gens ne se mobilisent pas, ils peuvent se mobiliser de manière humanitaire pour la cause palestinienne, ils ne se mobilisent plus politiquement. La Palestine n'est plus un modèle. Au moins, tant que la Palestine n'a pas à son tour adopté le modèle de contestation du printemps arabe. Alors on a ici une espèce pas de schizophrénie, le terme serait trop fort, mais un décalage entre cet attachement qui reste très très fort pour la cause palestinienne et le fait que politiquement, ça ne joue plus de rôle, au sens fonctionnel du terme. Ça ne joue plus de rôle de mobilisation, ça ne joue plus de rôle de modèle, et surtout, comme on le voit aujourd'hui, ça n'explique plus les alliances et les clivages géostratégiques du monde arabe aujourd'hui.